Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce 19h. Vous êtes sur Al24 News, à la une de l'actualité ce soir. Covid-19, situation jugée préoccupante en Europe. Une hausse de 250% des cas de contamination en une semaine en Espagne. L'Algérie, elle, enregistre son deuxième cas de nouveau variant Omicron. Iran, dans un contexte de tension permanente, a procédé aujourd'hui à plusieurs tirs de missiles balistiques lors de manœuvres militaires en réponse aux menaces de l'entité sioniste. Sport football, le sélectionneur de l'équipe nationale algérienne Djamel Belmadi a dévoilé la liste des 28 joueurs pour la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Et puis de la culture, sortie en salle du film Matares, réalisé par Rachid Benhadj en 2019. Il a fait son avant-première hier soir à la salle Ibn Zaydoun à Alger. En Libye, le Parlement charge une commission de préparer une nouvelle feuille de route pour la transition. Ce 24 décembre marque la fin du mandat du Premier ministre Abdelhamid Dbeibah, selon l'accord politique de Genève, ce qui pourrait mettre à mal la légalité du gouvernement actuel. Leïla Gertal. Le Parlement examinera la question d'un remaniement gouvernemental afin de nommer un nouvel exécutif jusqu'à la présidentielle qui devrait avoir lieu dans un mois, mais nécessite plutôt une marge de 6 à 12 mois selon les observateurs et ceux chargés de travailler sur cette feuille de route. Le Parlement se penchera ainsi sur la proposition de la commission parlementaire chargée d'organiser l'élection du 24 janvier, mais il faut dire que l'adoption de cette date est loin d'être acquise étant donné les dissensions internes et le bras de fer engagé entre le Parlement siégeant à Tobrouk à l'est et les autorités de Tripoli. Et alors que le Premier ministre Abdelhamid Dbeibah ne cesse d'envoyer des signaux indiquant sa volonté de garder son poste après la décision du report, les forces de l'Ouest et de l'Est ne le voient pas de cet œil et appellent à son départ, car son mandat et la fonction même du gouvernement s'achèvent avec le report de la date des présidentielles. Ainsi, le nouveau calendrier électoral, une fois mis en place par cette commission, comprendra nécessairement la demande d'un remaniement gouvernemental. Là commencent les difficultés, autrement dit, qui garantit que les décisions prises par le Parlement seront suivies des faits par les autorités de Tripoli qui d'emblée ne reconnaissent les autorités de Tobrouk que du bout des lèvres. Dbeibah, qui, conscient de la menace qui pourrait le pousser à la porte, déploie ses forces armées qu'il avait déjà formées depuis son installation à ce poste il y a 9 mois. Ces derniers sont sortis dans les rues de Tripoli il y a quelques jours dans une démonstration de force qui en dit long sur l'état d'esprit du Premier ministre. Reste à savoir aujourd'hui si le Forum politique national libyen qui a désigné Dbeibah se réunira rapidement sous l'égide de l'ONU pour prolonger son mandat ou nommer un nouveau Premier ministre. Inquiets, les Nations Unies qui parrainent la tenue de ces élections appellent depuis l'annonce du report à garantir, je cite, les conditions nécessaires pour la bonne tenue de ces élections. Nouvelle attaque des unités de l'armée populaire de libération sahraoui ciblant des positions et des retranchements des forces de l'occupation marocaine. Le ministère de la Défense sahraoui précise dans un communiqué que ces attaques ont été menées hier dans la région de Fadr Tabrouk, dans le secteur de Haouza. Les unités de l'APLS poursuivent leurs attaques contre les forces de l'occupant marocain qui subissent de lourdes pertes humaines et matérielles au long du mur de la honte. Au Maroc, justement, ils étaient des milliers à battre le pavé du royaume le 22 décembre. Ce mouvement de protestation a été très suivi. Il a touché pas moins de 40 villes. Les Marocains s'opposent fermement à l'accord de paix et de normalisation avec l'entité sioniste. Les plus sages sont unanimes à dire que le royaume se détruit à petit feu. Une situation intolérable pour eux. Mohamed Amin Barkan. De l'avis de la majorité des Marocains qui se sont soulevés et continuent à se soulever contre la normalisation entre leur pays et l'entité sioniste n'est pas du tout anodin ou fortuit. Les sionistes qui ont occupé et continuent d'occuper la Palestine cherchent également à occuper le Maroc, le dominer économiquement, politiquement mais aussi socialement.
Le Front marocain de soutien à la Palestine et contre cette normalisation tient pour responsables ceux qui ont signé cet accord, faisant remarquer que leur pays se vend et se détruit en vertu de cet accord. Pour Saadia Al-Walous, membre du Front marocain de soutien à la cause palestinienne et contre la normalisation, l'entité sioniste cherche une base arrière en Afrique pour mettre en exécution ses plans machiavéliques et ça passe par le Maroc. Son objectif, diviser en interne avant de s'étendre en dehors des frontières marocaines. Mon pays aujourd'hui, quand je dis mon pays, je parle de ceux qui sont responsables dans ce pays, je parle de ceux qui gouvernent de ce pays, je parle des élites qui abondent dans cette normalisation avec l'entité sioniste. Je parle de cela. Moi, je ne pourrais pas être complice. Et je ne pourrais pas, tant que j'ai un souffle de vie, devenir complice de ce qu'on voit, non seulement envers le peuple palestinien, mais envers tous les peuples opprimés de la terre, parce que l'entité sioniste, et je le répète, est là pour opprimer. Elle n'a jamais apporté quoi que ce soit à aucun peuple sur terre. Là où elle passe, là où elle met son pas, c'est pour déclencher des guerres, c'est pour vendre des armes, c'est pour apporter désolation, c'est pour pervertir, c'est pour salir, c'est pour prendre les terres, dévier l'eau, voilà. Et le Maroc en ce moment est dans son collimateur parce que il faut que le sionisme ait une base arrière, on va dire, pour perpétrer son projet de domination mondiale, et ça passe par le Maroc, et pour pouvoir bien nous contrôler encore plus, eh bien la normalisation bat son train. Le 22 décembre 2020 sera fatidique pour le Maroc. Le voisin de l'Ouest avait signé un accord tripartite suicide avec les États-Unis et l'entité sioniste, prévoyant la reprise des relations à un moment où l'administration américaine, conduite par l'ancien président Donald Trump, a reconnu la prétendue souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Tunisie, réaction de l'ancien président tunisien Monsaf Marzouki après sa condamnation. Il estime que la peine de prison prononcée à son encontre était une décision politique. Il a été condamné par contumace à 4 ans de prison ferme pour atteinte à la sécurité de l'État plus tôt cette semaine. Au Nigeria, 5 personnes ont été tuées et 15 autres blessées dans des explosions près d'une base aérienne à Maiduguri. L'avion du président Mamadou Bahouri a atterri moins d'une heure après l'explosion dans la même base aérienne. Maiduguri est la capitale de l'État du nord-est de Borno, épicentre de l'insurrection menée par des extrémistes depuis 12 ans. C'est une nouvelle étape qui vient d'être franchie dans le conflit qui oppose le gouvernement fédéral éthiopien aux Tigréens, laissant présager une solution de paix pacifique telle que préconisée par l'Union africaine et la communauté internationale. En plus du retrait des rebelles dans leur région, le ministre d'État Redouane Hassan annonce la tenue d'un dialogue national inclusif. Par ailleurs, les forces d'État ont aussi annoncé ne pas pénétrer davantage dans la région du Tigré. Tinin Al-Makassi. C'est des prémices de paix qui se dessinent en Éthiopie, qui depuis un an fait face à un conflit armé opposant le gouvernement fédéral aux rebelles tigréens. Le porte-parole du gouvernement, Lages Toulou, a annoncé que les forces fédérales ne pénétreront pas davantage dans la région du nord du Tigré. C'est par un communiqué de presse largement repris par la presse locale que le porte-parole du gouvernement s'est exprimé, affirmant, je cite, « Les forces de l'armée ont reçu l'ordre de maintenir les zones reprises au Front de libération du peuple du Tigré sans pénétrer plus davantage dans la région », ajoutant en ce moment le désir et la capacité de l'ennemi à faire la guerre sont gravement anéantis. Selon de nombreux observateurs, cette décision de l'armée fédérale éthiopienne signifie la fin de la phase de l'opération militaire gouvernementale. Par ailleurs, les rebelles du Tigré ont annoncé au courant de la semaine un repli stratégique prétextant ouvrir la voie aux aides alimentaires. De son côté, Redouane Hassan, ministre de l'État éthiopien, a annoncé que le gouvernement d'Ahmed Abiy se prépare à lancer une commission de dialogue national. Une initiative qui se veut être un espace inclusif pour toutes les parties du conflit.
conflit. À cet effet, le ministre de la Communication argumente en affirmant que cela n'est nullement une préparation pour des négociations avec les rebelles tigréens. En attendant la mise en place d'un environnement juridique favorable à ce dialogue qui pourra aboutir à un référendum, les observateurs internationaux y voient déjà une volonté de sortie de crise pacifique. L'Union européenne décide de lever les sanctions qui frappent le Burundi depuis 5 ans. Ces sanctions avaient été prolongées récemment, faute d'un consensus général. Cette fois, une solution au problème juridique qui bloquait leur levée aurait été trouvée. Cette décision qui serait déjà actée sera officialisée lors du prochain Conseil des ministres en janvier. Direction la Palestine, à Gaza, une délégation médicale égyptienne est arrivée hier soir. Elle doit pratiquer des interventions chirurgicales sur un certain nombre de patients palestiniens. Sami Abou Namous, directeur des relations publiques au ministère palestinien de la Santé, précise que la délégation est composée de spécialistes dans d'importantes disciplines telles que la chirurgie cardio-thoracique, la chirurgie vasculaire, l'orthopédie, la chirurgie des déformations et la reconstruction des membres. Santé, Covid-19, Omicron, de nouveau détecté en Algérie lors de l'activité de séquençage des virus SARS-CoV-2 effectuée par l'Institut Pasteur d'Algérie pour la détection des variants circulants. Il s'agit d'un ressortissant algérien venu d'Afrique du Sud qui, après quelques jours de son arrivée à Alger, a ressenti des signes alertants de la probabilité d'une infection par le virus du Covid-19. Le concerné a subi par la suite une batterie de tests qui ont confirmé qu'il s'agissait bien du nouveau variant Omicron. L'Algérie enregistre ainsi à ce jour 2 cas confirmés de ce variant. Et en France, c'est la ruée pour les tests en cette veille de Noël dans les pharmacies ou les centres aménagés. La vaccination rime avec les dépistages. Au même moment, l'Europe enregistre un record de contamination et une progression rapide du variant Omicron. Les détails avec Amin Touta. Des fêtes de fin d'année au rythme du Covid pour la 2e année consécutive. Les noms des variants diffèrent, mais les mesures préventives sont les mêmes, notamment pour ce qui est des tests. Dans les pharmacies françaises, c'est désormais la ruée avant les réunions des familles pour les célébrations des fêtes. Et pour répondre aux fortes demandes de dépistage, des sites ont été aménagés en centres de test où le nombre de demandes a doublé en quelques jours. Notamment pour les autotests, cette forme antigénique qui permet de réaliser le test par soi-même. Une prise de conscience en pleine 5e vague du Covid. Ces dernières heures, la France a enregistré un record de nouvelles contaminations avec plus de 90 000 cas en 24 heures. Un niveau jamais atteint depuis le début de la pandémie et qui pourrait progresser en raison de la propagation du variant Omicron. Au niveau des hôpitaux, plus de 3000 patients sont en soins intensifs et 179 décès supplémentaires ont été recensés. Dans la foulée, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a déclaré que les règles d'isolement pour les personnes positives et les cas contacts seront amenées à évoluer afin d'éviter une paralysie de la société. Autre record d'infection Covid-19 en Espagne avec une hausse de 250% en une seule semaine. Le ministère de la Santé fait état d'un nombre de 72 912 nouveaux cas enregistrés hier jeudi. Cette propagation record coïncide avec l'une des périodes de l'année les plus propices à la vie sociale, la période de Noël. Les régions de Murcie et de Catambrie ont annoncé qu'elles comptaient limiter les activités nocturnes. La plupart des autres régions d'Espagne comptent sur le port des masques, les vaccinations et les passes vaccinaux pour contenir la pandémie. Vaccination obligatoire dès l'âge de 5 ans en Équateur. C'est une première mondiale pour ce groupe d'âge. Jusqu'ici, seule une poignée de pays ont rendu obligatoire la vaccination aux personnes majeures. Le ministère équatorien de la Santé a fait valoir que la décision était conforme à la Constitution. La loi sur la santé précise que le pouvoir exécutif peut déclarer obligatoire la vaccination contre certaines maladies dans les termes et les conditions que la réalité épidémiologique nationale et locale exige.
Et conséquence directe de la propagation du variant Omicron, la première compagnie aérienne européenne Lufthansa va annuler des dizaines de milliers de vols durant l'hiver. Une décision prise après un constat d'une forte baisse des réservations. 33 000 vols seront donc annulés, soit environ 10% du programme de vol d'hiver. La compagnie allemande a également annoncé jeudi qu'elle allait annuler des liaisons transatlantiques vers l'Amérique du Nord, reliant principalement les villes de Boston, Houston et Washington, et ce du 23 au 26 décembre. Déplacement surprise du candidat aux présidentielles françaises, Éric Zemmour, est en Côte d'Ivoire. Le candidat d'extrême droite y a rencontré des Français expatriés à Abidjan et par ce voyage tente de démontrer son soutien à l'armée. Le ministère des Armées lui avait bien donné son accord, mais Éric Zemmour n'a pas respecté les règles fixées à l'avance en communiquant sur cette visite auprès des soldats français via les réseaux sociaux. La ministre des Armées, Florence Parly, a vu rouge. Elle dénonce une instrumentalisation à des fins électoralistes. Nous vous en parlions hier, le président russe Vladimir Poutine a tenu sa traditionnelle conférence de presse de fin d'année à Moscou. Il est revenu sur le conflit qui oppose la Russie à l'Occident sur fond de crise ukrainienne. Vladimir Poutine a jugé positif les premières réactions américaines aux exigences russes pour une désescalade de la crise et a annoncé la tenue de négociations entre les États-Unis et la Russie à Genève en janvier 2022. Souhila Kilal. L'Américain Jack Sullivan, conseiller à la sécurité nationale, et le Russe Yuri Uchakov, diplomates de carrière, ont été désignés pour mener les discussions en janvier 2022 à Genève entre les deux parties et tenter de trouver une issue à la crise russo-occidentale autour de l'Ukraine. Dans l'ensemble, nous avons vu une réaction positive. Nos partenaires américains se sont dit prêts à commencer des discussions dès le début de l'année prochaine à Genève. Les représentants des deux parties ont été nommés et j'espère bien qu'on va continuer sur cette voie. Kiev et les puissances occidentales accusent Moscou d'envisager de lancer sous peu une nouvelle offensive contre l'Ukraine. La Russie nie tout projet d'attaque et assure avoir déployé des dizaines de milliers de soldats à la frontière ukrainienne, seulement à des fins défensives. On aurait pu traiter la Russie comme un allié potentiel et renforcer les relations, mais c'est le contraire qui s'est passé. Ils ont tenté d'élargir l'OTAN vers l'Est. On leur a dit alors que vous nous avez promis de ne pas le faire, on nous répond que ce n'était marqué nulle part, ce n'était pas mis sur un papier. Il y a eu 5 vagues d'extension de l'OTAN, tout est clair, nous ne voulons qu'assurer notre sécurité. Il ne doit y avoir aucun mouvement de l'OTAN en direction de l'Est, la balle est dans leur camp, c'est eux qui doivent répondre maintenant. La Russie a présenté la semaine dernière un ensemble de propositions qu'elle souhaite négocier sur le plan de sa sécurité, notamment un engagement de la part de l'OTAN à renoncer à toute activité militaire en Ukraine et plus globalement en Europe de l'Est. Et puis dans un communiqué commun, 15 pays occidentaux, dont le Canada, la France et le Royaume-Uni et l'Allemagne, condamnent le déploiement de paramilitaires de la société russe Wagner au Mali. Un rapprochement qui fait réagir Bamako pour le gouvernement malien. Aucun contrat n'a cependant été signé dans ce sens. Arrêt total de 2 centrales nucléaires en Belgique. Cependant, le pays ne ferme pas la porte au nucléaire de nouvelle génération. Un accord a été signé hier après une nuit de négociations entre les partenaires de la coalition gouvernementale. Madame Zianzitouni. Il y a 20 ans que la Belgique a pris ses engagements. Hier jeudi, ils ont abouti. L'accord entre les partenaires de la coalition gouvernementale en vue d'arrêter ces 7 réacteurs nucléaires actuels à l'horizon 2025 a été conclu. La sortie progressive du nucléaire est inscrite dans la loi en Belgique depuis 2003. Quand cette décision a été prise, l'atome fournissait 60% de l'électricité du pays. La dernière échéance retenue est l'année 2025, une date que le gouvernement actuel s'est engagé à respecter en entrant en fonction en octobre 2020. Cependant, ce dossier de la sortie du nucléaire divise la coalition actuellement au pouvoir qui associe principalement libéraux, socialistes et écologistes. Les libéraux francophones mettaient en garde contre le scénario d'une sortie complète
Ils appelaient à conserver une partie des capacités nucléaires actuelles, en arguant notamment que les nouvelles centrales au gaz prévues pour sécuriser l'approvisionnement énergétique sont trop polluantes et génératrices de CO2. La Belgique ne ferme pas la porte au nucléaire de nouvelle génération. L'accord prévoit d'investir dans la recherche sur les énergies durables et neutres en CO2, y compris dans l'énergie nucléaire du futur. Le pays va ainsi allouer environ 100 millions d'euros à la recherche sur les petits réacteurs modulaires. La Belgique décide donc de passer au vert. L'arrêt de ces deux centrales à l'horizon 2025 est une preuve que le gouvernement en place tente de trouver une autre alternative au nucléaire. Un clin d'œil des Belges à Dame Nature. Aux États-Unis, l'ex-policière Kim Potter, qui avait tué le jeune afro-américain Daunte Wright au printemps dernier près de Minneapolis, a été reconnue coupable d'homicide involontaire. Elle risque jusqu'à 25 ans de prison. La mort du jeune homme avait ému les États-Unis. Des rassemblements émaillés de violence avaient eu lieu plusieurs soirs de suite à Brooklyn Center avant que l'arrestation de Kim Potter ne ramène le calme. États-Unis toujours, direction Washington où Trump demande à la Cour suprême de bloquer le transfert de documents à la commission sur l'assaut du Capitole. Cette commission spéciale de la Chambre des représentants a réagi en demandant à la Cour suprême d'accélérer l'examen de la requête de Donald Trump, arguant selon la presse américaine qu'un retard causerait un grave préjudice à la commission ainsi qu'au public américain. Et dans un contexte de tension permanente, l'Iran a procédé aujourd'hui à plusieurs tirs de missiles balistiques lors de manœuvres militaires. Ces opérations sont, selon le chef d'état-major iranien, des réponses aux menaces incessantes de la part de l'entité sioniste envers Téhéran. Commentaire, Safwan Ben Sabri. L'Iran a tiré vendredi plusieurs missiles balistiques pointant une même cible depuis différents endroits dans le sud du pays, et ce durant le dernier jour de manœuvres organisées par les gardiens de la Révolution. Durant 5 jours, les différentes unités des gardiens de la Révolution ont participé à des exercices dans 3 provinces du sud du pays. En début de semaine, l'armée iranienne a aussi lancé des missiles de croisière dans le cadre d'un vaste exercice militaire. Ces opérations sont une réponse directe aux agissements hostiles de l'entité sioniste envers l'Iran, qui perdurent depuis maintenant plusieurs années. Ces exercices ont été conçus pour répondre aux menaces proférées ces derniers jours par le régime sioniste, a affirmé à la télévision d'État le général Mohamed Bagheri, chef d'état-major des forces armées iraniennes, en référence à l'entité sioniste. Pour rappel, le ministre de la Défense de l'entité sioniste Benny Gantz avait quant à lui déclaré avoir demandé à l'armée sioniste de se préparer opérationnellement face à l'Iran. Les tensions semblent de plus en plus vives. L'Iran étant sur le pied de guerre, les responsables de l'entité sioniste estiment que Téhéran comporte une menace permanente capable de menacer leurs intérêts dans la région. L'entité sioniste, à travers son ministre de la Défense, fait preuve de prudence accrue face aux menaces iraniennes, couplées à un développement du nucléaire iranien qui ne cesse de préoccuper l'entité sioniste. Et ce drame au Bangladesh, un ferry a pris feu dans le sud du pays, bilan au moins 37 morts et 65 blessés, des blessés qui ont été sauvés par les équipes de secours. Un responsable de la police a expliqué que le ferry avait quitté Dhaka vers la région de Bargana jeudi soir avec au moins 500 passagers à bord. L'enquête sur les causes et les origines de l'incendie commenceront après les travaux de secours. En Corée du Sud, l'ex-présidente incarcérée Park Geun-hye a été graciée. Elle avait été condamnée à 22 ans de prison en 2018 dans une vaste affaire de corruption. Le ministre de la Justice Park Bom-kei explique que cette décision de la gracier est destinée à surmonter un passé regrettable et réaliser l'unité du peuple et permettre de faire un nouveau pas en avant à l'avenir. Économie à présent, le continent africain est devenu l'épicentre de la concurrence économique entre puissances mondiales avec l'émergence de nouveaux acteurs économiques. L'Algérie, qui dispose de plusieurs atouts, vise à se repositionner dans la scène continentale grâce à une nouvelle stratégie pionnière. Explication de Mohamed Wali Ben Chaben.
Selon de nombreux observateurs, la nouvelle stratégie économique de l'Algérie pour se relancer dans le marché africain constitue une priorité pour se déployer économiquement et amplifier de nouveaux liens commerciaux avec tous les pays africains. Une orientation purement économique demeure logique, d'autant que l'Afrique est considérée comme le futur pivot, moteur de croissance et de capitaux pour les années à venir. Ce qui se traduit par les tentatives des grandes puissances économiques mondiales de se positionner sur ce continent. La réconciliation de l'Algérie avec son environnement immédiat et la révision des relations avec les pays amis et voisins a pu arriver grâce à un nouveau plan de relance économique de l'Algérie. Cela permettra au pays de se repositionner dans la place méritée. L'ouverture sur les marchés africains a été ainsi une priorité pour rebooster les exportations et encourager les secteurs producteurs de richesse et de croissance. Et le salon de l'automobile prévu à Tokyo en janvier 2022 promet de réserver de belles surprises aux amateurs de mécanique. Le constructeur japonais Subaru a annoncé que son aile de performance Subaru Technica International allait dévoiler le concept STI ERA. Les détails avec Iman Merat. De belles surprises seront dévoilées lors du prochain salon de l'automobile de Tokyo en janvier 2022. Si toutefois la pandémie du Covid-19 n'impose pas à nouveau un report ou une annulation de l'événement. Le constructeur japonais Subaru a annoncé que son aile de performance Subaru Technica International allait dévoiler le concept STI ERA, qui a été développé pour pouvoir lancer un nouveau projet dans le but d'acquérir de l'expérience avec les nouvelles technologies en vogue dans l'univers sportif automobile, essentiellement dans un contexte où le sport se dirige vers une ère de carboneutralité. En effet, la protection de l'environnement étant au cœur des débats, les constructeurs automobiles s'électrifient de plus en plus et s'affairent à développer des modèles 100% électriques pour réduire leur émission de CO2. Ce nouveau modèle de course est inéluctablement un produit unique et innovant. Un véhicule doté de phares anguleux en distingue également des bouches d'extraction d'air sur le capot, mais l'originalité réside dans le lancement d'une sportive électrifiée. Pour l'heure, seule une photo teaser a été publiée. On y entrevoit la face avant de la voiture derrière un écran de fumée. Si le marché de l'automobile a été impacté par la pandémie du Covid-19, la chute actuelle semble surtout venir de la pénurie des composants. Les clients désireux d'acquérir des voitures neuves sont confrontés à une pénurie des stocks chez les concessionnaires, une conjoncture qui accentue la croissance des ventes des véhicules électrifiés. Face à cette déficience, les constructeurs privilégient la production de modèles à plus haute valeur ajoutée, qui sont donc justement électrifiés. Culture à présent, cinéma. Le long métrage Matares, réalisé par Rachid Benhadj en 2019, a fait son avant-première hier soir à la salle Ibn Zaidoun d'Alger. Les cinéphiles ont été présents au rendez-vous pour applaudir cette fiction qui touche l'actualité à hauteur d'enfant. Amira Pécha. Matares, une fiction qui nous plonge dans le quotidien de deux enfants. Mona, jeune ivoirienne, et de Saïd, jeune enfant algérien, tous deux vendeurs de fleurs dans la petite ville côtière de Tipaza. Dans le film, des problématiques très actuelles, la question du migrant, de l'enfance maltraitée, sont relatées dans un cadre à hauteur d'enfant. Les téléspectateurs ont été transportés le temps d'un film dans les ruines romaines de la ville de Matares. Le réalisateur Rachid Benhadj revient sur le nom du film. C'est quoi Matares ? Tous les Algériens connaissent Tipaza, les ruines romaines, etc. Et connaissent aussi le nom Matares. Mais Matares, c'est le nom de la nécropole, c'est-à-dire le cimetière romain, mais spécialisé que pour les enfants. Les Romains, au IVe siècle, quand ils sont arrivés en Algérie, à Tipaza, d'abord, il y a une cité, plus de 30 000 habitants, c'était beaucoup. Et
quand leurs enfants mouraient, les dignitaires romains, ils les enterraient à part, et enfin, ils les mélangeaient pas avec les adultes. Et donc, quand vous allez à Matares, vous allez trouver des petites tombes. Et là, vous allez trouver la nécropole des enfants nobles. Et moi, je raconte une histoire de 2 enfants, une petite fillette qui vient de la Côte d'Ivoire, et un petit garçon algérien qui se disputent, qui se chamaillent, puis après qui deviennent amis tout en jouant sur ces tombes, etc. Rachid Belhadj, le réalisateur de Parfums d'Alger et de Touchia ou encore de Rose des Sables, ne s'arrête pas là. Il décroche avec son dernier long métrage Matares des prix internationaux, tels que meilleur film fiction panafricain à la 17e édition du Festival international de Cannes, mais aussi meilleur long métrage lors du Festival du film du Maghreb de cette année. Vous pouvez acheter mes fleurs ? Voilà, c'est la fin de ce 19h. Merci de nous avoir prêté attention. Tout de suite, les infos du ciel avec Amalam Zitouni. Excellente soirée, bonne suite des programmes sur Al24 News. À demain.